enseignants. Et bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire national général de Force Ouvrière. Je vais y arriver. Secrétaire général de Force Ouvrière. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Ariane. Bonjour Patrice, merci d'être là. On va bien sûr commencer par cette allocution d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a cité dimanche à de nombreuses reprises les partenaires sociaux. Est-ce que vous vous dites, ça y est, le tournant du quinquennat est enfin là dans la relation entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux? Bien, j'ai effectivement entendu, pas seulement partenaires sociaux, d'ailleurs moi je dis plutôt les interlocuteurs sociaux, parce qu'on est plutôt face à face que partenaires la plupart du temps, mais ce que j'ai entendu aussi, c'est syndicats à plusieurs reprises, c'est rare dans la parole du président de la République, et négociations collectives. Alors, c'est des mots qui vous ont fait plaisir? Oui, absolument, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, ce que je constate, et ce qu'on avait souligné, c'est qu'on s'est souvenu de nous quand on s'est aperçu qu'on avait peut-être un rôle dans le contexte du confinement et de la crise sanitaire, notamment au regard des contraintes qui sont soudainement venues s'imposer dans le cadre de l'activité économique, et en particulier lorsqu'il a fallu qu'un certain nombre d'entreprises arrêtent leur activité parce qu'il fallait prioriser le confinement. Heureusement que les syndicats étaient là pour taper du poing sur la table quand ça traînait un peu. Et puis, quand il a fallu surtout agir pour que les équipements, les organisations de travail respectent les gestes barrières dans les secteurs qui ne pouvaient pas s'arrêter. La santé, qui est mobilisée aujourd'hui. Et puis, tous les salariés, ce qu'on a appelé la deuxième ligne, moi, j'aime pas trop cela, mais tous les salariés de la chaîne d'approvisionnement qui ont assuré la vie quotidienne des Français, qui se sont mobilisés, qui ne se sont pas arrêtés, jusqu'aux caissières, en passant par les transporteurs, les manutentionnaires, les agents, les salariés des services à domicile auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, sans protection, qui ne se sont donc pas arrêtés. Donc là, heureusement que les syndicats étaient là, et je peux vous dire que dans le contexte du confinement, j'entendais tout à l'heure monsieur le président du Sénat, monsieur Larcher, je peux vous dire que les syndicats, nous n'avons pas arrêté. On avait des journées, j'ai eu des journées remplies du matin jusqu'au soir tard, évidemment au téléphone, parce qu'on était beaucoup questionnés, interpellés par nos délégués, nos syndicats, qui eux-mêmes étaient interpellés par beaucoup de salariés qui, dans cette situation absolument extraordinaire et inédite, s'interrogeaient avec beaucoup d'inquiétude, bien sûr. Et le cap fixé par le chef de l'État, écologie, souveraineté, solidarité, est-ce que c'est les bonnes orientations pour la France aujourd'hui? On a beaucoup entendu de commentaires autour de l'intervention du président de la République sur le côté, on a entendu à nouveau des paroles, mais concrètement, comment ça se traduit. Donc, c'est effectivement ce qui importe aussi. Il faut la parole, bien sûr, mais il faut que ça se traduise concrètement. Et je le redis, aujourd'hui, par exemple, il y a eu des paroles sur les personnels du secteur de la santé. Et si aujourd'hui, il y a des mobilisations, des manifestations, c'est parce que dans le contexte des négociations qui se déroulent en ce moment, eh bien, on attend de voir comment concrètement, et évidemment ça va poser un problème de budget, cela va se traduire effectivement. Justement, on va en parler de cette journée de mobilisation, puisque vous y venez, on reparlera après bien sûr du discours d'Emmanuel Macron. Vous allez y participer, vous, à la mobilisation, de quelle manière? Oui, avec mes camarades du secteur de la santé, la Fédération des services publics de santé. Vous serez dans la rue? Je serai dans la rue, devant Ségur, puisque c'est là que se déroulent les négociations que le ministre a appelées le Ségur de la santé. Il y a certains soignants qui demandent à leurs représentants de quitter le Ségur de la santé. On a entendu ça notamment la semaine dernière. Vous, quelle est votre position? Il faut y participer à ce Ségur? Je viens de parler de négociations collectives. Partout, Force ouvrière, FO, partout où on peut faire valoir et défendre et faire progresser l'intérêt des salariés, on est là. Donc là, on est dans la négociation et on espère bien se faire entendre. On verra ce qu'en sera le résultat. Mais pour le moment, ce qu'on souhaite, c'est faire connaître ce que sont nos revendications, que ce soit sur les aspects catégoriels, de salaire, de rémunération, de conditions de travail, mais aussi la façon de gérer l'hôpital et la santé en général et revenir réviser ces politiques qui étaient essentiellement conduites sous l'angle de l'économie budgétaire. Alors justement, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement sur ce plan-là? Alors, il y a deux grands volets. Il y a la revalorisation des métiers de la santé,
soignants et non soignants. On ne distingue pas. Un hôpital fonctionne, par exemple, parce qu'il y a certes des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais il y a des auxiliaires de services hospitaliers, des personnels techniques, de l'intendance, etc. etc. Revalorisation à quelle hauteur? Édouard Philippe, en ouverture du Ségur, a parlé de hausse significative. Pour vous, ça doit être quoi le chiffre derrière cette hausse? Ce que nos syndicats revendiquent, c'est une augmentation de l'ordre de 300 € pour l'ensemble des personnels mensuels. 300 € brut. Pourquoi? Parce qu'on s'est comparé, tout le monde en a entendu parler, à la situation des rémunérations des personnels soignants et de la santé en général d'autres pays, notamment dans l'OCDE. Et on sait qu'on a un retard de ce point de vue. Donc il y a ce volet-là. Et puis il y a le volet des conditions de travail et autour des conditions de travail, les conditions d'accueil des patients. Donc la question des fermetures de lits, des restructurations, de l'enveloppe fermée, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui contraint les établissements à gérer la rigueur en réalité. Et c'est cela que nous voulons voir révisé. La présence de Nicole Notat comme médiatrice, c'est un plus dans ce Ségur de la santé? D'une manière générale, ça n'est pas la personne qui m'importe, mais je pense qu'il n'est jamais très heureux. Elle est sans doute, elle fait de son mieux, j'imagine, mais il n'est jamais très heureux d'aller chercher un ou une ancienne représentante syndicale pour, d'une certaine manière, négocier en lieu et place de l'interlocuteur employeur qui est l'État en l'occurrence avec les syndicats. Pourquoi c'est pas ça très génère heureux? Des tensions et des interrogations. Et là, il y a des tensions sur ce sujet? Je ne sais pas, encore une fois, ce n'est pas moi qui négocie, c'est la Fédération FO du secteur de la santé. Vous devez avoir des retours, on imagine. Leur volonté, elle est aujourd'hui, à un moment donné, de négocier directement avec le ministère, bien évidemment. Donc sans passer par Nicole Notat? Aujourd'hui, c'est Nicole Notat qui est chargée de recueillir et de mener les discussions entre les différents syndicats, les différents acteurs. Et demain, une fois que la synthèse aura été faite, nous, ce qui nous importe, c'est que ce n'est pas Nicole Notat qui représentera FO, ça c'est clair. Allez, on va continuer à parler du discours d'Emmanuel Macron. Vous nous avez dit qu'il y a des mots qui vous ont fait plaisir. Il y a une expression, une phrase qu'il a employée qui a été de travailler. Il va falloir travailler et produire davantage. Comment vous l'avez entendu, vous, cette phrase, travailler davantage? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une parole ambiguë parce que c'était travailler et produire davantage. Donc, s'il s'agit de faire en sorte qu'on ait une politique de relance de l'activité économique, de relocalisation, une politique de stratégie industrielle qui fait qu'on reconquiert une certaine souveraineté. On a été tous et toutes plus qu'étonnés, même si on n'est pas surpris, on le savait, de constater que nous n'étions pas souverains en matière de médicaments, de matériel médical. Donc, s'il s'agit effectivement d'aller dans ce sens et de faire qu'on pourra créer de l'emploi et faire que plus de salariés est un emploi et un véritable emploi, ok, si c'est nous dire que ceux qui ont du boulot, on va leur demander de se retrousser les manches comme on l'entendait pendant la période de confinement, aller au-delà des 35 heures, au-delà même des 48 heures. C'est une des ordonnances dont j'aimerais entendre aussi qu'elle est derrière nous définitivement, qu'on l'abandonne. Si c'est rogner sur les jours de congé, les jours de repos, ouvrir le dimanche plus qu'encore aujourd'hui, ça n'ira pas, ça ne le fera pas, nous ne serons pas d'accord. Vous refusez d'ouvrir le débat sur les 35 heures. Pour vous, il y a pas serait contre-productif à tout point de vue. Ce serait contre-productif parce qu'on a besoin de faire en sorte que plus de monde ait un véritable emploi. Et aujourd'hui, on le sait, on a un chiffre des demandeurs d'emploi qui a explosé, notamment les contrats d'intérim non renouvelés, les contrats à durée déterminée non renouvelés au moment du confinement. Et celles et ceux-là n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un emploi pérenne. Alors Bruno Le Maire, justement, dit qu'il y a 800 000 emplois qui pourraient disparaître dans les mois qui viennent. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça implique dans les entreprises de passer des accords de performance
performance collective? Est-ce que c'est l'option défendue par Geoffroy Roux de Bézieux avec des accords de réduction du temps de travail sur 2 ans avec une prise en charge par l'État? Qu'est-ce que vous défendez, vous, de votre côté à FO? Alors, premièrement, oui, nous sommes inquiets sur les conséquences économiques du confinement. L'arrêt de l'économie pose beaucoup de questions sur son redémarrage et sa reprise. Et dans un certain nombre de secteurs, il y a tout lieu de s'inquiéter de ce que sera la reprise. Cela étant, je pense qu'il faut rompre avec ces discours qui sont anxiogènes. Il ne s'agit pas de nier la réalité, l'inquiétude, l'incertitude, mais il faut un discours dynamique, engageant, qui donne confiance. Et de ce point de vue, moi je ne suis pas économiste, mais j'ai toujours entendu que la confiance était un des facteurs importants dans le fonctionnement de l'économie. Et les accords de performance collective, la petite musique qui consisterait à nous dire, dans ce contexte d'incertitude, de difficulté, il faut demander aux salariés de faire un effort sur les salaires, sur le temps de travail, les congés, etc., parce que l'économie va repartir plus lentement, eh bien on aura créé un effet contre-productif. D'une part, ce serait injuste pour les salariés concernés, ils ne sont pas responsables de cette situation. Si on prend le secteur aérien ou le secteur de l'aéronautique, par exemple, c'était un secteur qui tirait l'économie en matière d'innovation, qui était très favorable à la balance du commerce extérieur de la France. Et tout à coup, eux devraient se serrer la ceinture. Ce serait injuste, d'une part, et c'est vrai pour les autres secteurs d'activité, et ce serait contre-productif, parce que si vous semez l'inquiétude, non seulement sur l'emploi, mais sur le salaire, le pouvoir d'achat, eh bien, vous allez freiner la consommation. Or, la France est un pays pour lequel l'économie est plus qu'ailleurs, plus qu'en Allemagne, tirée par la demande intérieure, la consommation. On s'inquiète beaucoup, par exemple, du tourisme. Vous savez, on va avoir du mal à compenser le déficit de visites de touristes étrangers par du tourisme national. Si en plus vous faites passer le message aux Français que ça va être plus dur sur l'emploi et plus dur sur les salaires, mais sur ces efforts qui sont demandés sur ces efforts qui pourraient être demandés aux salariés durant cette période, l'État a pris de nombreuses mesures pour sauver l'emploi, pour des mesures de chômage partiel avec des milliards qui ont été mis sur la table. Est-ce qu'à un moment c'est pas compréhensible de demander aussi un effort aux salariés? Parce que 30 milliards tout de même, le coût du chômage partiel pris en charge par l'État. Oui, mais vous savez, si on ne fait pas de l'activité partielle, on indemnisera des salariés qui seront au chômage tout court. Donc on n'aura pas gagné grand-chose, sauf à moins les indemniser. C'est toute la difficulté qu'on a avec la réforme de l'assurance chômage, sur laquelle on est en train de discuter. Donc sauf à moins les indemniser, mais ça veut dire qu'on rend plus difficile les fins de mois pour ces salariés, on précarise la situation de ces salariés et, encore une fois, c'est contre-productif sur le plan de la relance économique. Premièrement. Deuxièmement, si la question de la relance, excusez-moi, j'ai perdu le fil de votre question. Le chômage partiel, mais on va venir plus largement sur l'emploi, puisque Emmanuel Macron a dit que la bataille pour l'emploi associerait les partenaires sociaux. On sait qu'il y a des négociations qui sont en cours en ce moment même au ministère du Travail. On en est où de ces négociations? Alors, justement, nous étions demandeurs qu'on continue avec de l'activité partielle, parce que c'est ce que je viens de vous dire. Si on ne prend pas en charge le soutien de l'emploi dans les entreprises, vous basculez directement des salariés dans le chômage et c'est beaucoup plus dur. Ensuite, à la fois on perd de la compétence, on a plus de mal à retrouver un emploi, tout le monde le sait. Et puis il y a des secteurs dont on espère quand même qu'on va réussir à les faire repartir. Et ce qu'on attend avec aussi impatience, c'est quel est ce qu'on nous dit être ou devoir être le plan de relance dans beaucoup de secteurs d'activité. Mais juste sur ces négociations, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Est-ce qu'il y a des points qui bloquent? Et oui, quels sont les points qui bloquent? L'enjeu, c'est quel sera le niveau d'indemnisation des salariés. C'était tout le risque soit que la contrepartie soit de demander aux salariés de se serrer la ceinture, de faire un effort sur les salaires. Et encore une fois, je viens de l'expliquer, mais ce serait absolument injuste et contre-productif. Est-ce que vous avez l'impression cette fois d'être vraiment entendu? Parce que votre homologue Philippe Martinez dit je n'ai jamais autant parlé avec des ministres que depuis le début du confinement. Et en même temps, je crains qu'il n'y ait pas de vraie négociation. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un vrai dialogue, de vraies négociations avec le gouvernement sur ces questions-là?
c'est ce que je vous disais au tout début. On s'est souvenu de nous quand on s'est aperçu que les syndicats jouaient un rôle important à tous les niveaux, et y compris au niveau national avec la ministre du Travail, le Premier ministre, le Président de la République. Ça fait 3 fois qu'on se voit en 2 mois, ce qui est absolument hors de l'ordinaire par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Il y a incontestablement un certain nombre de sujets sur lesquels on a pu alerter et sur lesquels des réponses ont été apportées. On a malheureusement fait le constat qu'on a été à plusieurs reprises mis devant le fait accompli. Moi, je me suis adressé directement au Premier ministre, lui demandant de mettre fin à cet état d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas soucieux de l'urgence sanitaire, mais que l'on mette fin à ce qui est aujourd'hui la possibilité pour le gouvernement de gouverner par ordonnance, par décret, en s'affranchissant y compris des consultations obligatoires avec les organisations syndicales notamment. Or, on a été confronté à cela lorsque l'ordonnance qui permettait, qui est en vigueur jusqu'à la fin de l'année, de déroger aux 48 heures, par exemple, ce qui est quand même assez extraordinaire. Les 48 heures, ça date de 1919, de la première Convention internationale du travail. Eh bien, nous n'avons pas été consultés. Notre avis ne nous a pas été demandé, pas plus que sur le raccourcissement des délais de consultation, par exemple, des conseils socio-économiques dans les entreprises, ce qui étaient les comités d'entreprise auparavant. Or, nous avons besoin de prendre le temps nécessaire, notamment aujourd'hui. On a été confronté à l'épisode de Ryanair. Une des difficultés, c'est que l'entreprise menaçait de supprimer des emplois si les salariés, qui sont les personnels navigants commerciaux, donc hôtesses et stewards, qui sont au SMIC dans cette entreprise, ne concédaient pas de pouvoir travailler moins avec un salaire réduit de 20%, c'est-à-dire 20% en dessous du SMIC, avec un temps de travail réduit, évidemment. Eh bien, ce que nous avions demandé, par exemple, là, c'est d'avoir une réunion du CSE immédiate avec une expertise de la situation financière, économique de l'entreprise. Et ça vaut dans tous les secteurs où on va être confronté à ces difficultés. Donc là-dessus, le gouvernement a légiféré sans nous demander notre avis. Donc c'est ça qui doit changer. Ça doit changer, absolument. C'est pour ça que quand j'entends parler de syndicats et de négociations collectives, je ne me fais pas non plus trop d'illusions, mais je préfère l'entendre dans ce sens-là que ne pas l'entendre du tout. Voilà. Maintenant, nous, on va être attentifs et je redemande au gouvernement, formellement, de mettre fin à l'état d'exception qui lui permet de légiférer par ordonnance et par décret en s'affranchissant des consultations obligatoires avec les syndicats. Allez, un mot sur PSA qui a créé la polémique en envisageant de venir faire travailler des salariés polonais dans une de ses usines du Nord. Le groupe est revenu sur cette mesure en disant qu'il y aurait des intérimaires, moins de salariés polonais. Est-ce que vous saluez ce recul ? Je pense, je ne voudrais pas entrer dans un discours opposant les uns aux autres, les travailleurs qui viennent de tel ou tel pays aux travailleurs français. Ce n'est pas la logique. Par contre, il n'est effectivement pas compréhensible qu'une entreprise qui, par ailleurs, habituellement, a recours à de l'intérim, ce qui est d'ailleurs aussi interrogatif quand même, là, dans cette situation présente, alors qu'on sait que beaucoup d'intérimaires attendent qu'une chose, c'est de retrouver un emploi, aillent chercher des salariés ailleurs. Bon, les raisons n'étaient... C'est des salariés de son groupe. Voilà, c'est des salariés de son groupe et apparemment, c'était des raisons liées à une aptitude professionnelle. Bon, je ne connais pas suffisamment le sujet dans le détail. Maintenant, ça soulève un problème qui a été mis sur la table d'ailleurs lorsqu'on a rencontré le président de la République, c'est les conditions du travail détaché qui ne sont pas encore complètement résolues, loin s'en faut. On avait obtenu qu'à travail égal, salaire égal dans le pays d'accueil. Le problème est que ça n'est pas encore coût égal, au sens où on y intègre les cotisations, enfin ce que représentent les systèmes de protection sociale des différents pays. Et là, il y a un delta qui fait du dumping social. Et ça, c'est un enjeu majeur quand on parle de relocalisation, de stratégie industrielle. Il faut absolument que, d'abord au niveau européen, qu'on arrive à harmoniser justement les conditions sociales. Et ça, c'était le projet à l'origine de la construction européenne, mais qui est toujours pas réalisé, loin s'en faut, et sur lequel on a du mal à progresser. On a été confronté, au contraire, à des dispositions de déréglementation. Et puis, ça pose le problème du respect des normes internationales du travail, qui fait qu'on arrête de délocaliser des emplois pour la seule et simple raison
qu'on va chercher du travail moins cher ailleurs parce qu'on paye moins les salariés, parce que les conditions de travail ne sont pas aussi respectées qu'elles ne le sont dans notre pays. Mais clairement, pour vous, ce n'est pas un problème sociale. majeur que PSA fasse venir des salariés d'une autre usine de son groupe en Pologne. Venant de Pologne. Aujourd'hui, ça n'est pas normal. Enfin, encore une fois, je n'oppose pas les salariés. Nous sommes internationalistes. Nous sommes pour que les travailleurs du monde entier soient solidaires. Nous sommes partie prenante de la Confédération syndicale internationale. Par contre, là où on a du chômage, on embauche les salariés qui sont demandeurs d'emploi. Vous êtes un peu d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux qui appelait à la solidarité européenne sur ce sujet dimanche. Je ne sais pas ce que jury. voulait dire Geoffroy Roux de Bézieux. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut embaucher tous ceux qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi dans notre pays à chaque fois qu'on le peut, d'abord. Un mot sur la réforme des retraites pour finir. Le corps qui a annoncé un chiffre assez vertigineux, 30 milliards, c'est le déficit du régime en 2020 dû à la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut se passer d'une réforme pour ramener le régime à l'équilibre ? Encore une fois, si on réouvre ce dossier, moi j'avais prévenu avant que le président de la République ne s'exprime dimanche soir, puisque on entendait revenir la petite musique sur le fait que la réforme des retraites, finalement, pourrait revenir à l'agenda. J'avais prévenu en disant que ce serait une grave erreur. D'abord, les raisons qui faisaient qu'on était opposé à ce projet de système universel de retraite, elles sont toujours là, elles n'ont pas changé. Et je suis convaincu que nous avons raison de ce point de vue. On nous a dit... Mais ce déficit, on le finance comment ? Alors le déficit, il vient de quoi ? Il vient de l'arrêt de l'économie, encore une fois, comme la dette qui s'est amplifiée avec le recours à l'activité partielle en particulier. Si le déficit, on nous dit on va le financer en reculant l'âge de départ à la retraite, bonjour pour les jeunes qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer dans l'emploi. Nous avons une proposition, par exemple, sur l'emploi des jeunes. Il y a de cela une vingtaine d'années, on avait mis en place ce qu'on avait appelé l'ARP, une allocation retraite pour l'emploi, qui permettait de compenser un départ progressif à la retraite, appuyé par le système de retraite, par une embauche de jeunes. Mais alors du coup, est-ce que vous êtes prêt à rouvrir ce débat ? On ne comprend pas bien. Vous êtes contre la réforme des retraites, mais ça, vous étiez contre. Mais est-ce que vous êtes prêt à rouvrir le débat et à discuter d'une nouvelle réforme, peut-être d'une autre réforme ? Ah mais depuis le début, nous avions dit que nous demandions qu'une chose, c'est qu'on revienne au point de départ autour de la table. Donc là, dans le contexte actuel, vous êtes prêt à rouvrir des négociations, à rouvrir des discussions ? Non, je ne pense pas que le contexte se prête à ouvrir un grand débat sur le dossier des retraites. Je le redis, nous avons un système de retraite dans notre pays qui remplit son office, qui garantit un droit à la retraite à tout un chacun, dont on nous a reproché d'ailleurs qu'il était plutôt favorable par rapport à ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Nous n'avons pas à en rougir. L'urgence n'est pas à remettre sur la table une réforme d'ampleur des retraites. Merci beaucoup. Merci Verrier d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice. Demain, à votre place, ce sera Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche.